Voilà, alors, j'avais très envie de faire ça, je vais le faire maintenant, c'est de suivre un film en entier par petits bouts. Et donc j'ai choisi Two Lovers parce que ça permet de comprendre très bien que Brune Blonde, quand on a dit Brune Blonde, on n'a rien dit. Quand on a dit que dans le film James Gray, il y a une brune et une blonde, on n'a pas parlé de cinéma. Donc je vais essayer de suivre presque scène par scène comment, à chaque scène, James Gray traite les cheveux. Et vous allez voir que c'est absolument formidable, enfin cinématographiquement formidable et sans faille. Alors, bon, vous le savez, le film, c'est Les Nuits Blanches de Dostoïevski, qu'il a réadapté. Il dit même que quand Joachim Phoenix danse, il lui a dit « fais comme Mastroianni dans le Visconti ». Et effectivement, quand on regarde les deux scènes, on voit très bien que ça vient directement de là. Alors, on est dans un scénario qui a l'air stéréotype, c'est-à-dire il y a deux femmes, l'homme est partagé entre deux femmes, la brune et la blonde, et c'est très structuré. Ici, en l'occurrence, il y a une structure de l'histoire des cheveux qui est très très forte, très très marquée. Voilà quel est le système des cheveux. Il avait une ex-fiancée, on voit deux fois sa photo, qui avait les cheveux noirs et courts. Sa mère, qui est jouée par Isabella Rossellini, a les cheveux noirs et courts. Sandra, qui est donc la femme endogame, enfin, puisque Sandra, elle est comme lui, c'est une juive. Les deux pères veulent fusionner pour l'entreprise, etc. Et elle lui est totalement... et elle vient lui dire que c'est elle qui veut le rencontrer. Bref, tout le monde est d'accord que ça va être un beau couple. Les familles et tout. Et donc, Sandra a les cheveux noirs, comme les deux femmes qui l'ont rendu malade. Parce qu'on apprend au début du film qu'il est sous Prozac, etc. Parce que la femme qu'il a aimée l'a quitté, parce que les médecins avaient dit que s'ils avaient des enfants, les enfants risquaient de mourir. Et qu'elle ne voulait pas adopter. Donc il y a un scénario biologique dans ce film. Et il le dit, dans le bonus, il dit « J'ai voulu montrer que le destin, il est aussi biologique. » Du coup, si on parle de biologie, les cheveux, c'est très important. C'est-à-dire, c'est un film qui parle de génétique. Donc c'est Les Nuits Blanches de Dostoïevski revues par la génétique. Donc Michel, qui va être la seule blonde, est extérieure au milieu dans lequel tout ça s'est joué. Alors oui, je disais que lui, les deux femmes qui l'ont rendu malade, c'est sa fiancée, puisqu'elle l'a quitté et qu'il l'aimait, et c'est sa mère, parce qu'on va voir que la mère, elle le surveille, elle veut voir ce qu'il va voir sur Internet, enfin, elle est absolument possessive, même si à la fin, Gray la sauve, parce qu'il y a une scène géniale à la fin, c'est quand elle comprend qu'il part, elle lui dit bonne chance, alors qu'elle devrait dire mais tu es fou, ta fiancée est là, ça va être une horreur, tu es en train de casser l'association des deux entreprises, etc. Donc, mais Michel est donc totalement sur l'altérité et sur l'exogamie. C'est une blonde, mais évidemment, ce n'est pas une blonde. Là, c'est génial. Tout le film est génial sur ça. Elle a les cheveux de dessus blonds et dessous, elle a les cheveux sombres. Et selon comment il éclaire, c'est une blonde ou c'est moins une blonde. C'est-à-dire qu'elle a un statut totalement ambigu et on va voir que selon les éclairages, ce n'est pas les mêmes cheveux. Parce qu'il y a il y a la noirceur par-dessous, parce que la noirceur, c'est ce qui la caractérise. Elle va lui faire beaucoup de mal à ce garçon. Et ça se voit tout de suite sur les cheveux, qu'il la désire parce qu'elle est exogame par rapport à son milieu, mais on voit bien que dans le fond, non. On voit bien que dans le fond, elle n'est pas aussi exogame que ça, et puisque finalement, toutes les brunes lui ont fait du mal, elle, qui est une fausse blonde, elle va lui faire du mal aussi. Et du coup, il va rentrer dans l'ordre de l'endogamie en retournant à la Sandra qui lui était dit. Alors, bon, le casting est génial puisque
l'actrice qui joue la brune désignée par toute la famille est beaucoup plus belle que la blonde qu'il désire. Elle est magnifique, l'actrice donc, qui joue celle dont lui ne veut pas, alors que l'autre, bon, vous verrez, enfin après c'est... C'est-à-dire qu'il n'a pas joué la carte du stéréotype, c'est-à-dire la brune à la maison, elle est moyenne et la tentatrice est plus belle. Il n'a pas du tout joué cette carte-là. Alors, Sandra, donc, vous allez voir, elle a des cheveux noirs et lisses. Elle a une raie un peu presque au milieu. Et ses cheveux sont très inertes, sauf à deux moments. Ils sont plaqués et laqués. C'est-à-dire ses cheveux ne sont pas vivants. Et la blonde, vous allez voir, ses cheveux, c'est comme des choses indépendantes d'elle. Et à un moment, sur la scène de la terrasse, à la fin, c'est des serpents. Enfin, elle ne fait plus rien et ses cheveux bougent tout seuls par rapport à elle. Donc on va suivre un peu quelques scènes de ce film. Peut-être que là, on peut mettre la lumière moyenne pour rester, voilà, comme ça m'a l'air bien. Comme ça, parce que sinon, il faut sans arrêt éclairer, éteindre, etc. Donc ça vous va comme ça ? Alors, on va commencer par voir... donc, la première scène, c'est Michel, donc la blonde, c'est sa voisine, elle vient d'arriver, elle s'engueule avec son père, elle va dans le couloir, et lui, il arrive, il la rencontre, et elle rentre chez lui. Donc, premier extrait. Oh, Mom, this is Michelle. She said... I'm your neighbor. Hello, neighbor. Leonard, your dad just came home. We're going to have Chinese food. Okay. That's nice. What are those things? What, that? Yeah. Oh, it's a dreidel. What? It smells like mothballs. That? No, it's a good thing. Reminds me of my grandma's house. Yeah, well, my parents are just trying to protect all their, designer clothes and shit. From what? Moth. Right. Moth. Of course. So, you new here in the building? Yeah, I just moved in last week. Oh, cool. Yeah. Oh, welcome. Thanks. Is that your bedroom in the back in the corner? It's right there. Right there to the right. I can see you from my apartment. I'm sure I think I've seen you through my window. Yeah? Don't worry, it's not like a weird thing. I'm not worried. Okay. Qui fixe son désir, enfin, et son attention à lui, et elle fait intrusion. C'est l'altérité, c'est-à-dire il la connaît pas, elle fait intrusion chez lui, comme ça, très impromptu, sous le regard effaré de la mère, qui se dit qu'est-ce que c'est que cette blonde qui est en train d'arriver chez nous. Alors, le lendemain, on va arriver chez Hitchcock, c'est-à-dire le lendemain, il sort devant chez lui et il la guette un peu puisqu'elle habite dans la cour. Parce que là, il y a évidemment, c'est fenêtre sur cour. Hein, ce film est Hitchcockien, pas mal Hitchcock. Il y a des aspects Hitchcockiens, et évidemment, il passe à fenêtre sur cour. Et donc, il va la suivre, et elle s'est mis ses cheveux en queue de cheval, et c'est comme dans Vertigo, c'est-à-dire qu'il suit une queue de cheval blonde, il ne suit pas une femme. C'est-à-dire, vous allez voir, alors, sur l'image, il est très fort, c'est-à-dire qu'il a enlevé toute autre blonde qu'elle, et il est loin, mais c'est son leurre. Donc c'est vraiment un leurre, c'est un chiffon rouge, hein, il suit sa blondeur. Donc deuxième extrait.
Voilà, donc elle est toujours filmée de dos. C'est-à-dire, après tout, ça pourrait être il pourrait se tromper. Il suit en l'heure, il suit pas un visage. Donc, ils prennent le métro ensemble. Et puis, à un moment donné, donc elle dit, bon, moi, je sors, je vais là. Et lui, il dit, moi, j'habite plus loin, mais je sors avec vous. Et il la suit. Et là, sur le trottoir, elle va lui dire, bon, mais maintenant, ça va, on se sépare. Et là, il y a un truc très beau, parce que c'est très rapide. C'est-à-dire que, donc, elle a sa queue de cheval, donc elle n'est pas... queue de cheval, ça veut dire qu'elle n'est pas tentatrice, elle n'est pas... voilà, c'est une coiffure de plus de petite fille, enfin, elle n'est pas du tout la femme érotique à ce moment-là. Et au moment... Alors, ça se passe dans la coupe, vous allez voir, c'est magnifique. Donc, à un moment, elle lui dit au revoir, et au moment où ils vont se séparer, elle se défait sa queue de cheval, et d'un seul coup, elle devient une femme plus tentatrice, et là, elle va partir vers une voiture noire, dans laquelle on voit que ses cheveux blonds, mais lâchés. Et c'est pas pour lui en fait, au moment où elle défait sa queue de cheval, c'est pas pour lui qu'elle lâche ses cheveux, c'est pour l'homme qu'elle va rejoindre, et qui a envoyé la voiture, qui est son patron et qui est son amant. Donc du coup, le geste que lui pourrait prendre pour lui, elle se lâche les cheveux pour moi, est destiné à un autre homme qu'après il va rencontrer d'ailleurs, qui est... l'acteur est génial, parce que la scène de restaurant est inoubliable sur la rencontre entre Joaquin Phoenix et l'amant de cette femme. Donc regardez bien, parce que ça va très vite, comment elle défait sa queue de cheval au moment de le quitter, mais en même temps elle lui tourne le dos, si vous voulez. Ses cheveux sont dénoués pour l'homme qu'elle va voir après. Donc c'est très fort, parce que le spectateur le perçoit à peine, le geste de se défaire la queue de cheval. Voilà, donc c'est très clair que la voiture noire est un très bel écrin, parce qu'on est dans la rue, le visuel est brouillé par la rue, et d'un seul coup, il y a cette surface noire, et elle s'engouffre là-dedans, et on ne voit plus que ses cheveux lâchés. Et vous avez vu, c'est extrêmement discret, et lui, il est complètement KO. Peut-être pense-t-il qu'elle a dénoué ses cheveux pour lui, mais il va vite déchanter, vous verrez. Donc après, il y a une scène... donc après, il se parle dans la cour, et elle lui dit, ce soir, je sors avec des copines, etc. Est-ce que tu veux venir chez nous ? On va en boîte de nuit. Il y a un plan là que je ne vous montre pas, mais qui est très beau, c'est que la boîte de nuit, c'est dur d'entrer, parce qu'il faut montrer patte blanche, et la caméra suit la masse de ses cheveux blancs à elle. C'est une figure de proue, c'est-à-dire sa blondeur fend la foule, et elle rentre dans la boîte. C'est sa blondeur qui rentre dans la boîte sans le moindre obstacle, et lui, le pauvre, il est dans le sillage de cette blondeur, et il ne voit que ça, c'est-à-dire que le plan ne montre que les cheveux blonds de dos. Et puis on arrive donc à une scène de danse où c'est assez classique, c'est-à-dire que l'éclairage supposé de la boîte de nuit fait qu'on va retrouver en plus rythmé l'effet de la rencontre chez lui, sauf que chez lui, il n'y avait aucune raison que ses cheveux battent, qu'il y ait de la lumière qui batte sur ses cheveux, alors que là, c'est réaliste, puisqu'on est dans une boîte de nuit, et là, il s'amuse à faire des plans très serrés sur une brune et une blonde, pour que sa blondeur à elle ressorte. Voilà, et après il y a une scène très drôle et très forte, où donc elle, parce que pour elle, lui, c'est un copain, hein, c'est-à-dire elle ne se rend même pas compte qu'il est amoureux d'elle, et du coup il lui dit, elle lui dit, je vais te faire rencontrer mon amant,
Et donc, elle l'invite. Et eux, ils vont aller à l'opéra, donc après, ils vont le lâcher comme une pauvre chose sur le trottoir. Et là, on comprend que l'amant veut juste se servir de lui pour savoir si elle se drogue. Parce qu'elle a replongé un peu dans la drogue, etc. Donc, il se sert de lui en disant... Et il lui dit une chose terrible, il lui dit, vous avez l'air sympa, vous ressemblez à mon fils. Du coup, il est totalement écrasé. Et lui, il est maladroit, il ne sait pas se tenir à table, enfin. Et là, Phoenix est génial, enfin, sur jouer la gêne comme ça. Alors là, c'est intéressant, puisque ses cheveux, si vous voulez, elle va être plus brune que blonde, là, dans cette scène. L'éclairage va faire que quand elle arrive, elle est blonde, et quand elle est assise sur la banquette, on va plutôt voir les cheveux sombres que cachent ses cheveux blonds, puisque c'est le moment où elle est entre les deux hommes, et du coup, sa dualité est visible à l'image. C'est un effet d'éclairage, puisque le plan où elle entre, vous allez voir, est un plan tout à fait sur la blondeur. Et après, c'est comme si James Gray faisait ressortir ce que cache sa blondeur. C'est normal, puisque on est dans la dualité. Elle est aimée de deux hommes, et du coup, sa blondeur doit être moins... monochrome. Voilà, donc pour le moment, je ne vous ai montré que Michel, mais on va voir Sandra maintenant, qui arrive. Donc Sandra arrive chez lui, et en fait, bon, Sandra, on croit que c'est, au début, lui, il croit que c'est ses parents qui ont voulu qu'il la rencontre pour qu'il se marie, et en fait, elle lui dit non, c'est moi. Je vous ai vu dans la boutique et tout ça. Il travaille son père a un pressing. Et elle dit, j'ai voulu vous rencontrer. Donc c'est une déclaration. Et lui, il a, vous allez voir, assez peur de ça. Et alors vous allez voir, quand elle arrive, elle, ses cheveux, c'est un casque. C'est l'ordre total. Ses cheveux ne bougent, pour le moment, ne bougent pas. Et là, il y a une chose très importante pour comprendre les cheveux au cinéma, c'est que les cheveux, c'est comme les pulls verts ou c'est comme n'importe quoi. C'est-à-dire que selon comment c'est éclairé, ça n'a pas du tout la même couleur. C'est-à-dire que la couleur n'existe pas au cinéma. Enfin, les objets au cinéma n'existent... La couleur des objets au cinéma n'existe que par l'éclairage. Et on peut avoir, par exemple, le même vêtement qui, dans des plans et des éclairages différents, n'ont pas du tout, on n'a pas du tout la même sensation de couleur. Et les cheveux, c'est encore pire, j'ai envie de dire. Les cheveux, selon comment on les éclaire, n'ont pas du tout la même couleur. Donc là, regardez bien dans les champs contre champs, elle n'a pas la même couleur de cheveux dans le champ et dans le contre-champ. Sur le noir ou le brun, etc. Donc c'est presque un faux raccord dans le champ et dans le contre-champ, les couleurs de la brune. Donc on va regarder cet extrait. Yeah, come on. You want something to drink? Yeah, sure. Yeah. What is this that you're playing? Oh, opera. Opera. You like it? Yeah. Yeah. I've never been to the opera. I've been to the Nutcracker, but when I was little. Yeah. What do you want? Water or soda? Soda, please. A lot of options, yeah. I was just out with a couple friends. Some business stuff to do. Thank you. Is this your whole family? Yeah. Well, actually, I was adopted. I was in line to be king of Denmark. No, yeah, this is, that's my parents. That's where they met, the workman's circle dance. My uncle Tobias introduced them. That's him right there with the mustache. Yeah, my dad just came in from Israel. And they just... Voilà, vous avez vu la différence de couleur? Pas? Oui. Je suis inquiet. En tout cas, bon, elle a les cheveux totalement lisses, totalement presque laqués, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune vie, mais elle a un regard du coup. C'est-à-dire là, c'est une brune dont les cheveux encadrent le visage et le regard. Mais les cheveux en soi sont relativement inertes. Donc tout de suite après, il va y avoir ils vont faire l'amour chez lui, et on va arriver sur un plan très classique au cinéma où lorsque la femme est allongée,
les cheveux sont en flaque autour du visage. Mais vous allez voir, cette flaque, elle est inerte. C'est comme une peinture, c'est comme un dessin. C'est-à-dire, ces cheveux, même le fait de faire l'amour, n'ont pas affecté ses cheveux. Ils sont juste en flaque, mais tout aussi en surface. Et après, malgré tout, ses cheveux sont un peu émus, puisque quand elle va partir, elle va se les faire un peu bouger. C'est-à-dire il va y avoir un semblant de vie qu'elle va donner à ses cheveux, mais juste au moment de partir. Mais il y a du travail, hein. C'est pour qu'elle arrive à dérigidifier ses cheveux. Donc, To go before your parents can hold see us like this. Couldn't it be happy about you picking up baby names? And call me. Yeah. I'll see myself out. Bye. un peu de vie, hein, là. Au moment de partir, elle en fait un peu quelque chose. C'est quand même voilà. Alors, on va arriver maintenant sur... bon, il y a deux grandes scènes de toit, puisque le couple, donc lui et Michel, quand elle a quelque chose à lui dire, elle lui dit on se retrouve sur le toit de l'immeuble. La lumière est somptueuse, enfin, c'est génialement filmé. Il va y en avoir deux. Donc, dans la première, elle a un bonnet, et du coup, ses cheveux deviennent des serpents qui vivent leur vie autonome. Donc c'est Ève, hein, c'est la tentatrice, et lui, et elle ne comprend toujours pas qu'il est amoureux d'elle. Et là, j'aimerais très très fort. C'est-à-dire d'un seul coup, les cheveux, comme elle a son bonnet, les cheveux de Michel deviennent quelque chose d'indépendant d'elle, de son corps ou de sa tête. C'est des choses qui se mettent à vivre de façon autonome. Donc, ils sont vraiment animés d'une vie autonome. Je ne sais pas comment il a fait, hein, parce que, et notamment quand elle passe derrière le mur, quand elle arrive de l'autre côté, ils sont passés devant. Et on a l'impression qu'ils vivent leur vie et que pour lui, c'est plus le leur, là. Pour lui, c'est le piège. C'est-à-dire que c'est comme si au début, c'était le leurre de la blondeur, et là, ça devient quelque chose de plus actif. C'est-à-dire il y a quelque chose de très étrange dans ça. Alors, on va passer à la scène, à la cérémonie à laquelle il est convié dans la famille de Sandra, parce que comme il est un peu photographe, son futur beau-père lui dit « Viens faire des photos artistiques de la bar mitzvah ». Donc il y va avec son appareil et tout ça. Et là, seule scène du film où elle a une natte très sage, forcément puisque c'est la fête de son petit frère et tout ça. Et du coup, il y a un côté enfantin qui va apparaître dans cette scène où elle a plus son casque. Elle a les cheveux noués. Donc voilà juste quelques plans de la cérémonie. Et puis là arrive la grande scène. Alors là, c'est la grande scène de cheveux de ce film. C'est la deuxième scène sur le toit. Et avant, je vais vous montrer rapidement 5 tableaux de Cranach et de Dürer, qui sont des Èves, donc des tentatrices. Donc, c'est exactement ce qu'on va voir après, c'est-à-dire que les cheveux sont évidemment des serpents. C'est-à-dire que la fonction du cheveu est la même que celle du serpent, et ils ont la forme du serpent aussi, et ils sont un peu autonomes comme ça par rapport au corps. On va voir le deuxième. Voilà, là c'est beaucoup plus agité déjà, mais c'est exactement la même scène. Mais là, ses cheveux sont plus serpentins que le serpent. Et ils sont surtout partout, quoi. Ils partent dans tous les sens. Là aussi, on a l'impression qu'il y a eu un grand coup de vent. Voilà, donc la suivante. Voilà, là aussi, c'est très beau. Là, c'est l'amour, hein. C'est plus Ève, mais c'est pareil.
c'est exactement la même chose. Donc c'est là aussi, les cheveux sont autonomes. Elle, en plus, c'est une rousse. Mais c'est exactement le même principe. Il n'y a plus le serpent, mais il y a les cheveux qui remplacent le serpent. Donc là, c'est sur la séduction. Ce qui est assez beau, c'est que sur la tête, les cheveux sont très serrés et donc retenus, et que c'est sur les bords c'est en bas qu'ils se mettent à jouer leur rôle de tentation. La suivante. Voilà. Celle-là est très jolie aussi, sur les cheveux qui partent comme ça sur la gauche. Puis la dernière, qui est une gravure, voilà, où là aussi, les cheveux, l'homme est très stable, hein, l'homme il est comme ça, posé. Elle a l'air aussi très posée, elle est un peu lourde comme ça, donc c'est des figures très très stables. Et par contre, elle, ses cheveux, d'un seul coup, partent, on se demande bien pourquoi, sur la gauche, alors que les deux figures, il n'y a rien d'autre que les cheveux qui bougent, qui échappent au statique, disons, de la scène. Voilà, donc Cranach et Dürer m'amènent à la scène grandiose de cheveux qu'on va voir maintenant. Je vous dis quand même une chose pour que vous soyez attentifs. Il fait un truc de fou, James Gray, c'est qu'à un moment, il va faire des chants contre chants entre lui et elle n'a plus de tête. Il n'y a plus que bord cadre, les cheveux qui bougent. C'est-à-dire, elle est devenue serpent. Enfin, elle est devenue forme serpentine. Et il n'y a même pas le crâne. Alors, j'imagine, quand il a fait ça, que son chef-op a dû lui dire « Mais c'est quand même bizarre. Tu vas montrer des cheveux sans tête ?» Comme si les cheveux étaient une chose qui devenait totalement autonome en l'occurrence, là, de la femme qui les porte. Ce qui dit bien, là aussi, quelle est pour lui la fonction comme ça de l'heure des cheveux blonds de cette femme. Donc regardez bien, la scène est absolument magnifique, hein, sur les éclairages aussi, c'est-à-dire il a construit cette scène sur les cheveux, entièrement sur les cheveux, et il raconte qu'il y avait du dialogue et que l'actrice lui a dit « Peut-être que c'est mieux si je ne parle pas. Peut-être que c'est mieux si je suis un peu gêné parce qu'il lui déclare son amour, etc. Je suis mal à l'aise, etc. » Et du coup, la mise en scène, en gros, ce qu'elle ne dit pas est dit par ses cheveux. Mais ça veut dire que pour ça, les cheveux, il faut les travailler et qu'il faut les mettre en scène. Donc regardez la scène, c'est une des plus belles scènes de cheveux que je connaisse. Go out and stay in a place. I'm gonna go out there and figure things out. Don't go. I love you. I do. Oh, God. Leonard. No, you may not want to hear it, but it's true. Leonard, you don't love me, okay? Don't say that. I'm completely fucked up. Don't say that. I'm not a little kid. This isn't some stupid fucking crush. You think I don't know love? I'm supposed to get married. Her parents are the ones that called it off because this medical thing, and she went away. I couldn't find her. And I tried to hurt myself, and they put me in the hospital, and Voilà, donc là, c'est très clair, hein, c'est qu'elle n'a plus de visage. Ou quand elle l'a, il est totalement inerte. Il fait l'amour avec ses cheveux. On voit bien sur des plans où elle n'a plus de visage. Il n'y a plus que les cheveux qui sont présents à l'écran. Et les cheveux ici, contrairement à la brune, au lieu de cadrer son regard, cachent son regard. Puisque comme elle ne sait pas trop où elle est née, etc. Et on va voir, alors là on voit
ce que c'est qu'un grand cinéaste. Donc elle lui dit, on part ensemble et tout ça, il lui donne rendez-vous, c'est le soir de, je ne sais plus quelle fin de Noël, enfin un truc comme ça, et au moment, donc il attend dans la cour, et elle arrive et elle lui dit, je pars pas. Il a lâché sa femme, donc je pars pas avec toi, il a fait ce que j'attendais. Et là, donc, jamais dans le film, elle a été filmée comme ça. C'est-à-dire qu'il filme avec un angle assez grand, et du coup, ses cheveux disparaissent. Et pour la première fois, on voit son visage, sans cheveux. C'est-à-dire que d'un seul coup, là, il la voit telle qu'elle est, au moment où elle lui dit non. Elle lui dit, je t'abandonne. Et cette focale-là, il ne l'a jamais utilisée dans le film avant. La focale qui fait que d'un seul coup le visage est devant et les cheveux disparaissent un peu derrière. Donc voilà. Et dernière scène, c'est exactement comme dans l'Aurore de Murnau. Dans l'Aurore de Murnau, la femme légitime, elle a toujours les cheveux hyper serrés et à un moment donné, quand ils vont en ville, le coiffeur veut la dénouer, elle panique, elle part en courant. Et dans le dernier plan de l'Aurore, où elle a compris qu'elle a triomphé de sa rivale, c'est la première fois où on la voit avec les cheveux défaits. C'est-à-dire elle a accepté la part de séduction qu'avant elle s'interdisait en tant que femme légitime. Et une fois que la rivale brune a été écartée, elle a appris de la rivale finalement. C'est-à-dire qu'elle aussi se sert de ses cheveux. Donc c'est un peu ce qui va arriver à Sandra dans la dernière scène, donc, puisque finalement, comme il n'a pas eu Michel, il va revenir à Sandra. Elle a, pour la première fois, ses cheveux ont du volume et sont vivants. Donc là, c'est évidemment James Gray qui a dit, c'est fini le côté casque, tes cheveux aussi ont droit à être vivants, puisque il revient à elle. Voilà. Donc, c'était un petit parcours pour vous montrer ce que c'est un cinéaste de la chevelure. C'est pas juste quelqu'un qui dit, bon, il y aura la brune et la blonde. C'est quelqu'un qui, plan à plan, scène à scène, raconte des choses avec ça, avec le traitement des cheveux, aussi bien en termes de coiffure qu'en termes d'éclairage, qu'en termes de récit. C'est pour ça que j'avais envie de montrer ce film qui me paraissait assez exemplaire. J'ai pas le temps de parler du dernier niveau d'implication des grands cinéastes de la chevelure, qui serait, mais j'en parle dans le texte du catalogue, qui est que les grands cinéastes de la chevelure ont tous une façon à eux d'inclure le motif de la chevelure féminine dans une direction qui est la leur. La chevelure au désir pour Buñuel, la chevelure mortifère chez Bergman, la chevelure au sexe chez Hitchcock, et ça traverse tous leurs films. On n'est plus au niveau d'un film, là. On est au niveau d'une œuvre, c'est-à-dire il y a une façon d'être auteur pour les grands cinéastes de chevelure, dans la façon très singulière de traiter dans leur sujet même la chevelure. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un grand cinéaste de la chevelure ? C'est un cinéaste dont les scènes qui mettent en jeu ce motif, qui par ailleurs est totalement banal et répandu dans tous les films, les scènes, enfin, le traitement des cheveux détient une part du mystère de leur création. Dans ce cas-là, de plus singulier, il y a quelque chose du secret, de leur secret intime de créateurs et de cinéastes. J'ai terminé.